Donc la voilà, aujourd'hui, on va parler du magnétisme animal. Donc c'est la première partie du livre et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. En fait, quand j'ai découvert le spiritisme, il y avait à Lyon une société d'études psychiques et spirites qui datait de l'époque, 1900, peut-être 4, quelque chose ou 1901, vraiment une institution très vieille et ce qui m'avait surpris en rentrant, c'est que, c'était une salle qui avait, allez, 150 à 200 sièges et tous les murs étaient tapissés de livres anciens. Et c'est la plupart de ces livres, en fait, ils étaient sur le magnétisme animal. Et tout ça, c'est un pan de la culture qui a vraiment complètement disparu. Enfin, si on cherche sur Gallica, on trouve beaucoup de livres sur le magnétisme animal, mais à l'époque de Kardec et avant lui, hein, il y avait des milliers d'ouvrages sur le sujet. Ça faisait partie de la culture. Quand, les personnes font des recherches sur le magnétisme animal aujourd'hui, ils prennent les journaux de l'époque, c'était un sujet constant. Le somnambule, c'était un sujet constant. La preuve, hein, c'est ce que je disais ce matin, quand vous lisez Kardec, il y a 68 fois le mot somnambule dans le Livre des esprits, mais à aucun moment il le définit, hein. À aucun moment il explique ce que c'est le magnétisme animal, parce qu'à son époque, c'était quelque chose, qui faisait partie de la culture et 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 ça, c'est une culture qu'on a un petit peu perdue. Comme on disait, il y avait l'interruption et c'était aussi quelque chose qui était très, très francophone, finalement, on va le voir, ce magnétisme animal et c'est quelque chose, voilà, qui est très intéressant de faire réémerger. Donc j'ai commencé le livre là-dessus pour raconter un petit peu l'histoire et vous allez voir, il y a plein de choses qui sont intéressantes, qui sont en lien avec le spiritisme et qui permettent de mieux comprendre, le spiritisme. Voilà. Alors Kardec le disait, hein, voilà, le magnétisme a préparé les voies du spiritisme et je pense que vous connaissez la suite, mais il insiste, hein, leur connexion est telle entre 2 qu'il est, pour ainsi dire, impossible de parler de l'un sans parler de l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On parle de spiritisme, mais on a oublié, en fait, toute la partie magnétisme animal. Donc c'est voilà, on va essayer de faire revivre un petit peu tout ça ensemble pendant 45 minutes. Et Kardec, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'introduction du Livre des esprits, d'ailleurs, hein, il dit lui-même, hein, qu'il a étudié le magnétisme animal pendant 35 ans, hein, avant de s'intéresser au spiritisme. Alors est-ce que l'on connaît bien aujourd'hui? Voilà, fluide universel, fluide vital, fluide magnétique, fluide impondérable. Est-ce qu'ils sont synonymes? Pas du tout. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a perdu ces définitions et en plus, les définitions, elles sont contradictoires, hein, les unes par rapport aux autres. C'est des visions philosophiques différentes, mais aujourd'hui, on a plutôt tendance à mélanger ça parce qu'on a perdu, l'histoire de le contexte de ces mots. Et et une autre question, quels sont les procédés magnétiques les plus efficaces? Ça, c'est une bonne question qu'on se pose des fois dans les centres spirites. Comment on va magnétiser? Est-ce qu'on peut toucher ou non la personne? Est-ce qu'il faut rester immobile ou non? Combien de temps il faut que ça dure? Voilà des questions toutes bêtes. Donc, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez au moins des réponses à ces 2 questions. Ça sera déjà pas mal sur le temps qu'on a. Voilà, alors le magnétisme animal, hein, ça commence avec Franz Anton Mesmer. Donc c'est un médecin, allemand ou autrichien. Bon, il dit ça parce qu'il vivait à Vienne. À l'époque, l'Allemagne, c'était pas exactement les mêmes frontières. Donc il est connu comme le fondateur du magnétisme animal. C'est pas complètement vrai parce qu'en fait, on retrouve déjà le terme magnétisme, un siècle plus tôt. Déjà Van Helmont, un siècle plus tôt, en parlait, mais il a au moins le mérite de l'avoir fait revivre et Mesmer, il était convaincu qu'il y avait en chacun de nous un fluide dont l'équilibre crée la santé et quand ce fluide se déséquilibrait, la maladie arrivait et la nature, la plupart du temps, rétablit l'équilibre tout seul. Mais Mesmer était persuadé qu'en fait, par l'action d'un humain sur un autre humain, on pouvait aider au rétablissement de cet équilibre et donc à retrouver la santé. Et c'est ça qu'il a commencé à faire. Pour la petite histoire, hein, Mesmer, quand on voit son enfance c'était en fait, un puissant médium, hein. Quand quelqu'un rentrait dans la pièce, il le savait. Il avait enfin, il y avait beaucoup de choses, de phénomènes parapsychologiques, on dirait, hein, qui accompagnaient, en fait, l'enfance de Mesmer. Donc il a sûrement eu des intuitions ou des choses qui l'ont aidé à mettre en place ça. Et donc il a commencé à faire des cures à travers le magnétisme animal. Donc il essayait de rétablir
chez l'autre personne ce fluide subtil que lui, il va appeler le fluide universel. Et ce qui est important, c'est que dans la théorie de Mesmer, ce que je disais ce matin, il y a pas de transmission de fluide. Lui, il parle d'un ton de mouvement. En fait, ça veut dire quoi? C'est qu'à l'époque, le mot onde, il n'existait pas. En fait, c'est une onde. Il pensait que c'était quelque chose qu'on projetait parce qu'il était fan de musique et il avait vu et la musique, c'est une onde qui se déplace dans l'air, mais l'air se déplace pas. C'est l'onde qui se déplace et lui, il pensait que c'était pareil pour le magnétisme. Il pensait on allait en fait activer chez l'autre ses propres capacités, mais on n'allait pas transmettre une substance. Juste pour information. C'est marrant, c'est que les gens, même les adeptes de Mesmer, ont oublié ça ensuite. Et Mesmer, il va débarquer à Paris. Alors pourquoi il débarque à Paris? Il va se passer quelque chose, une catastrophe, hein, un peu à Vienne, hein. Il essaie de faire reconnaître le magnétisme animal dans la faculté de Vienne et notamment, il va magnétiser une jeune pianiste aveugle qui s'appelle Maria Teresa Paradis et qui est la protégée de l'impératrice à l'époque. Et à travers le magnétisme animal, il constate elle retrouve un peu la vue. Elle arrive à décrire des objets, elle arrive à décrire la couleur des objets. Et donc lui, il est persuadé qu'il a réussi à commencer à la guérir. Et il va vouloir montrer ça devant d'autres pairs à lui, d'autres médecins, pour montrer la réalité du magnétisme animal. Ces gens-là vont lui demander de sortir de la salle. Ils vont regarder faire des tests avec Maria Teresa Paradis pour voir si elle voit. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Rien. Elle voit rien. Et du coup, tout le monde va se moquer de Mesmer, il va être humilié, il va être déprimé, il va fuir en fait, il va fuir l'Autriche. Il va d'abord aller en Suisse quelque temps et ensuite il va aller à Paris, rebooster pour essayer de faire reconnaître le magnétisme animal. Pourquoi? Pourquoi elle avait cru voir, il était persuadé qu'elle avait vu des objets, des couleurs. Ce qu'il n'avait pas encore compris, Mesmer, c'est qu'en fait, il y avait ce qu'on va voir plus tard, de la transmission de la télépathie dans le magnétisme animal. En fait, elle le voyait dans l'esprit de Mesmer. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore compris à l'époque. Et on verra beaucoup plus tard avec Ségur le mécanisme derrière tout ça. Ça ne veut pas dire que toutes les autres fois, c'était la même chose, hein. Là, c'était le cas bien précis d'une aveugle, hein. Donc, il arrive à la faculté de médecine de Paris, qui à l'époque est un peu le centre culturel de la médecine, on va dire. Et il fait une proposition qui est quand même assez audacieuse. Pour faire reconnaître le magnétisme animal, il va dire à la faculté de médecine: choisissez 24 malades. Ensuite, on va tirer au sort. Moi, j'en prends 12, vous en prenez 12. Je teste le magnétisme animal sur eux. Vous testez votre propre médecine. Et à la fin, on regarde qui a les meilleurs résultats. Quand même, Maître, il y croit, hein. Et ben, la faculté de médecine, elle va pas accepter. Parce que et pourtant il a l'appui de Charles Delon, qui est le médecin du frère du roi, un personnage important, mais elle va pas accepter. Et qu'est-ce qui va se passer suite à ça? C'est que lui, en fait, il va commencer à créer son propre cabinet, à recevoir des gens et à accumuler des guérisons. Et il va y avoir énormément de gens, de célébrités qui vont aller dans ce cabinet et qui vont être guéris par Mesmer. Beaucoup de gens qui font partie de l'élite de l'époque. Et comme elles font partie de l'élite, eh ben, rapidement, on est en 1784, on est encore dans un royaume. Le roi, en fait, va être interloqué par ça. Et ils vont décider, il y a plusieurs personnes qui vont mettre de la pression sur le roi pour étudier le magnétisme animal. Et ils vont créer une commission royale avec 14 membres pour étudier le phénomène. Et parmi les membres, hein, vous voyez, le chimiste Lavoisier, c'est pas n'importe qui, hein, les membres, hein. Un botaniste Jussieu qui était très reconnu et surprise, Benjamin Franklin, qui à l'époque était ambassadeur des États-Unis, qui venait juste d'être créé en France. Et ils vont vouloir étudier Mesmer, mais Mesmer va se rétracter. Alors ça, c'est très étrange, il veut pas accepter le protocole de la faculté que la commission veut lui imposer pour vérifier le magnétisme animal. Une raison certainement, c'est que il a peur, il sait qu'en fait le magnétisme animal ne guérit pas tout. Et il affirme le contraire dans ses livres. Et donc il a sûrement peur d'être pris en défaut. Et à la fois il a envie d'être reconnu et à la fois il a cette peur.
finalement, ils vont se tourner vers Charles Delon qui, en fait, avait commencé je regarde juste un petit peu l'heure. Charles Delon avait commencé, en fait, à imiter Mesmer et à faire les mêmes choses chez lui. Et quand ils arrivent chez Charles Delon, lui, il est très confiant. Il a 111 malades. Sur les 111 malades, il y en a plus de 50 qui ont été guéris et il y en a plus de 50 qui se sont améliorés. Donc il se dit: «Bah, là, c'est banco, ça va être reconnu». Et donc ils vont faire des tests sur, ils vont regarder. Alors déjà, ils sont surpris par les convulsions. Mesmer est convaincu qu'il faut des convulsions et Charles Delon l'est convaincu aussi, lors du magnétisme animal pour extraire ce qu'ils appellent des humeurs, hein, des choses dans l'organisme qui créent les maladies. Ça, on y reviendra après, pour expliquer pourquoi c'était comme ça à l'époque. Et ils sont un peu, ils savent pas comment analyser ça et Lavoisier a une idée géniale. C'est vraiment une innovation pour l'époque, c'est la première fois qu'on fait ça. Il va faire des tests en double aveugle. Donc il va s'arranger pour que des fois les personnes ne soient pas magnétisées mais pensent qu'elles le sont ou vice versa. Et ce qui se passe, c'est que quand il magnétise pas les personnes, et ben, les effets se produisent quand même. Les convulsions se produisent quand même. Et donc ils vont en conclure, bah, en fait, ça a rien à voir avec le magnétisme. Ça, c'est dans la tête. Ils vont dire: «C'est l'imagination». Les magnétismes, c'est l'imagination, c'est l'attouchement, quand ils touchent les personnes, qui crée ces phénomènes-là. Et là, ça va être la conclusion de la commission et ça va créer un petit peu un scandale parce que les gens vont dire: «Mais il y a un problème quand même». Parce qu'il y a des magnétiseurs qui, en pointant du doigt quelqu'un qui se trouve de dos, arrivent à le faire entrer en convulsion ou même à travers un mur. Et pourtant là, il y a pas d'imagination, la personne n'est pas au courant. Il y a un magnétiseur, par exemple, du Poté, on verra après, qui est sur des enfants, des nourrissons en train de dormir, en pointant du doigt sur une partie du corps, il arrivait à contracter les muscles. Comment un enfant qui a quelques mois peut avoir de l'imagination et alors qu'il est en train de dormir et que ça n'a pas été prévu à l'avance. Donc il y a quand même autre chose. Et ce qui est intéressant, et on reviendra après pourquoi finalement les phénomènes se sont vraiment produits alors qu'il y avait pas de magnétisme en jeu. Ça, on le verra un petit peu après. Si vous voulez bien, on va garder un peu de suspense. Et donc il y a plusieurs personnes. Tiens, il manque une partie, mais c'est pas grave, c'est comme Charles, l'ordinateur il bouffe, une partie des slides, ça. Il y a plusieurs personnes qui vont créer une commission. En fait, ça va être ils vont appeler ça une société de l'harmonie en vérité, où plus d'une centaine de personnes, alors là c'est marqué 200, vont être formées par Mesmer à sa théorie pour ensuite répandre le magnétisme animal. Et donc vous voyez, hein, il y avait le chimiste Berthollet parmi eux, le marquis de Lafayette, qui va d'ailleurs en faire la promotion auprès de George Washington, du magnétisme animal. Et parmi ces gens-là, il y a un autre marquis qui va être déterminant, c'est le marquis de Puységur. Le marquis de Puységur, il a un domaine dans le nord de Paris, donc c'est un aristocrate, et il a le temps de pratiquer le magnétisme, alors que Mesmer, il a des centaines de patients qui défilent chaque jour devant chez lui. Lui, il a le temps d'expérimenter. Il va commencer à expérimenter le magnétisme, et notamment pour guérir les gens de son domaine. Et notamment, un jour, il va endormir un, un jeune qui s'appelle Victor Ras, qui commence à le magnétiser. Et là, il est surpris parce que il semble s'être endormi. Et incroyablement, même dans cet état où il semble endormi, il est toujours capable de parler et il se met à parler dans un français parfait. Alors que dans l'état de veille, il n'est pas capable de parler français, il parle seulement le patois local. Et plus que ça, dans cet état-là, il est capable en fait de décrire sa maladie et de dire quand est-ce qu'il va guérir. Et en fait, cet état-là, découvert par Puységur, c'est ce qu'on appelle le somnambulisme magnétique ou somnambulisme provoqué. Donc c'est la même année 1784 que le marquis de Puységur va faire connaître sa découverte et ça va se répandre absolument partout. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein. Et il dira à propos de Victor Ras, hein, c'est très intéressant: «C'est avec cet homme simple, ce paysan, homme grand et robuste, âgé de 23 ans, actuellement affaissé par la maladie ou plutôt le chagrin, c'est avec cet homme, dis-je, que je m'instruis, que je m'éclaire. Quand il est dans l'état magnétique, ce n'est plus un paysan niais. Sachant à peine répondre à une phrase, c'est un être que je ne sais pas nommer. Je n'ai pas besoin de lui parler, je pense devant lui et il m'entend, me répond.»
Et ça, ce que va détecter Puységur ici, c'est ce qu'on va revenir dessus après, c'est la suggestion mentale. C'est-à-dire et la télépathie. Donc là, on a 2 phénomènes, après je vais y revenir en détail, mais il lisait dans les pensées de Puységur, quand il était dans cet état-là, Victoras. Alors, il faut savoir, hein, le magnétisme à l'époque, à l'époque, ils essayent donc ils vont essayer de le reproduire, ils vont se rendre compte que déjà ça marche que sur les personnes malades. Et quand les personnes qui sont malades rentrent en somnambulisme, elles vont décrire combien de temps leur faut pour guérir, et quand la guérison arrive, on n'arrive plus à les mettre dans l'état de somnambulisme. Et dans l'état de somnambulisme, il n'y a pas toujours, et c'est même très rare, l'état de lucidité. La lucidité somnambulique, c'est vraiment cet état où était Victoras, où il était capable d'avoir des perceptions extrasensorielles. Donc, je vous avais dit, hein, c'est quand même une affaire d'aristocrate, hein. Vous avez vu les noms jusqu'à présent. On me fait croire que le somnambulisme, c'est une affaire de rebouteux dans les campagnes. Non, non, c'est pas du tout le cas à la naissance. Et les dates vous ont pas échappé, hein, 1784, quelques années plus tard, ça chauffe un petit peu pour les aristocrates, c'est la révolution. Donc tous ces gens-là, en général, ils partent en exil, dont Puységur qui va partir en exil pendant un temps. Et en fait, ça met un coup d'arrêt total au développement du magnétisme animal en France. Et c'est Jean-Joseph-Philippe François Deleuze qui va réanimer ça. Lui, il est botaniste au Muséum d'histoire naturelle et il est collègue en fait de Jussieu. Mais on pense que c'est à travers Jussieu qu'il a connu le magnétisme animal. Et il va se remettre à pratiquer ça et écrire des livres et qui auront beaucoup d'impact à l'époque. Et parmi les gens qui vont s'intéresser aux travaux de Deleuze, il y a beaucoup d'étudiants, notamment à l'hôpital Dieu de Paris, en fait, qui vont vouloir reproduire ces phénomènes-là. Alors je vérifie juste le temps parce que j'aimerais bien. Ouais, encore une demi heure. Ils vont vouloir reproduire ces phénomènes-là et la première expérience qu'ils vont faire, en fait, à l'époque, il y a le docteur en chef qui s'appelle Henri-Marie Husson qui va accepter. Ils vont faire venir un jeune magnétiseur encore inconnu qui s'appelle Dupotet et Henri-Marie Husson va choisir 2 malades. Il va dire: «Beh, vous avez ces 2 malades-là, ils sont condamnés. D'après la médecine, d'aujourd'hui, dans moins de 15 jours, ils seront décédés. Allez-y, amusez-vous, quoi. Nous, on peut plus rien faire pour eux». Et mademoiselle Samson elle va être très il y a le deuxième malade va décéder, mais le premier qui est mademoiselle Samson, en fait, rapidement traité par le magnétisme, elle va arrêter de vomir, elle va commencer à aller mieux et elle va être guérie. Et notamment, ils vont constater chez elle l'insensibilité, c'est-à-dire qu'une fois que Dupotet l'a mis en somnambulisme, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, elle bronche absolument pas. Et ils vont voir aussi que Dupotet est capable de provoquer le sommeil à distance et à l'impromptu. Donc ils le mettent dans une autre pièce et à un moment donné, ils lui disent: «Allez-y, mettez-le en somnambulisme». Il se concentre et boum, la personne tombe en somnambulisme. Donc on se rend compte là qu'il y a quand même une histoire de, que c'est pas forcément, on voit bien que c'est pas une substance qui fait ça, on est plutôt dans quelque chose comme une onde, hein. Et les médecins vont reproduire eux-mêmes les expériences. Alors là, il y a énormément de livres de médecins de l'époque qui ont fait les expériences et qui ont expliqué ce qu'ils ont vu. Il y a Récamier, par exemple, qui est connu, hein, c'est un peu le père de la gynécologie moderne à Lyon. Et Récamier, il va même brûler des patients, hein, il va brûler des patients qui ne réagissent absolument pas quand ils sont en somnambulisme. Il y a un médecin qui va tirer un coup de pistolet à l'oreille d'un client, enfin d'une dame en somnambulisme aussi. Tout le monde va crier, hurler et elle va continuer à parler comme si de rien n'était. Voilà, c'était de la torture, hein. Et ils vont noter ces médecins-là vont noter tout plein de caractéristiques de la lucidité somnambulique, hein. Alors ils sont nombreux, hein, faculté de voir dans le temps, dans l'espace, voilà, des genres de choses qu'on a un peu l'habitude aujourd'hui. Donc vous voyez, on est déjà en fait dans un beaucoup de phénomènes qu'on va retrouver dans le spiritisme sont déjà présents à l'époque. Alors je vais essayer de faire vite là-dessus. Donc ils vont faire une première commission, hein. Il va y avoir tellement de bruit autour de ça que l'académie de médecine va faire une commission
Ils vont réunir 11 médecins pour étudier le somnambulisme magnétique pendant 5 ans, c'est ce qui va se passer et ça sera encore une fois Henri-Marie Husson qui sera le rapporteur et ils vont donner leur rapport au bout de 5 ans et au bout de 5 ans, ils vont conclure positivement qu'il y a quelque chose, en fait et pendant la restitution du rapport va durer 2 jours à l'académie, parce que tous les autres médecins vont les huer, vont les entrecouper. En fait, ils n'arrivent pas à croire à ça, c'est trop gros, d'une part et d'autre part, c'est les somnambules eux-mêmes qui s'auto-diagnostiquent. Donc à quoi servent les médecins? Si c'est les somnambules qui font eux-mêmes travail et ça va être vraiment un élément provocateur pour eux. Et il donne aussi un exemple, hein, dans ce rapport. Alors moi j'adore, c'est quand on regarde aux informations, de temps en temps, ils nous disent: «Oh, une innovation exceptionnelle, on a réalisé une chirurgie sous hypnose» et en fait, non, non, ça date de 1829 la première. Vous voyez, c'est très, très vieux, c'était déjà connu à l'époque et ils vont retirer un sein cancéreux sous hypnose. Voilà, c'est un médecin qui a eu l'idée et parce que sa patiente, il essayait de la soulager avec le magnétisme, mais elle s'endormait, elle était complètement insensible et si elle est insensible, pourquoi pas, faire la chirurgie à ce moment-là? Et donc le chirurgien Jules Cloquet va l'opérer et il va y avoir un rapport là-dessus et ils vont surveiller son pouls pendant toute l'opération et il se passe absolument rien. Elle ne bronche absolument pas. Voilà, le baron du Poté, donc ça j'en ai parlé, c'est lui, ça va devenir ensuite vraiment le symbole, l'image, hein, du somnambulisme, enfin du magnétisme animal. Il va notamment avoir une revue, hein, la revue du magnétisme là-dessus et en faisant des expérimentations, il va à un moment, il va faire des expérimentations, il va convaincre énormément de gens et parmi eux, il y a un couple de médecins, dont le docteur Pigert, qui en voyant ce que fait Dupotet, va essayer de le refaire sur sa propre fille, Léonive, qui a 11 ans et effectivement, elle va tomber en somnambulisme directement et ils vont se rendre compte que les yeux fermés ou en mettant un bandeau, elle est capable de voir, de lire un livre, voilà, c'est l'image typique du somnambuliste qu'on a où avec, il a quelque chose devant les yeux, un bandeau, il est en train de lire un livre, ça vient de là et à l'époque, très rapidement, hein, il y a un prix Burdin qui va être créé pour un somnambule capable de faire ça. En vérité, c'est faux. C'est les adversaires du magnétisme qui vont créer cette chose pour contrer le magnétisme. Donc il y a toute u il y a toute, on a toute la littérature aujourd'hui, on a tous les choses, on sait tout ce que les gens ont fait avant. La démarche est loin d'être honnête et donc Piger va présenter sa fille, mais quand il va voir qu'en fait, c'est pas possible de réaliser l'expérience dans les bonnes conditions, il va retourner chez lui à Montpellier et ce qui est très drôle, c'est qu'il va y avoir un compte rendu fait par l'académie, des gens qui sont opposants au magnétisme et qui vont dire: «Nous étions pressés de faire connaître à l'académie le résultat de nos séances avec monsieur Piger». Bon allez, voilà, ils détaillent un peu. Après ils disent: «Ensuite, qu'avons-nous vu? Une jeune fille ayant les yeux couverts à la manière de monsieur Piger se content pendant 1 heure et demie, faire des grimaces à n'en plus finir, porter même les mains sur le bandeau jusqu'à ce que les petites bandelettes voilà, permises de voir les objets qu'elle désignait précisément à cette direction et en portant la tête obliquement de côté contre la lumière». Bon, ce qui est extrêmement drôle et ça va vous donner une idée de la violence des débats de l'époque, c'est que ces médecins-là n'ont jamais rencontré la fille, Léonie Piger. En fait, ils ont écrit un compte rendu sans l'avoir jamais rencontré. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Mais ça donne une idée de la violence, en fait, heu, le phénomène était tellement difficile pour eux que voilà, il y a eu cette réaction et on n'était pas loin à un moment donné, hein, de faire basculer l'Académie de médecine en France sur le sujet. Donc le magnétisme va disparaître et il va revenir sous une autre forme qu'on appelle aujourd'hui l'hypnotisme. Donc en 1841, il y a un médecin anglais, il va avoir une séance, de Charles Lafontaine, qui est un magnétiseur et donc Charles Lafontaine, c'est un magnétiseur fluidiste. Lui, il est convaincu que il y a vraiment, un fluide, une substance qui est transmise et c'est ça qui endort et pourquoi il est convaincu de ça? C'est parce qu'il avait remarqué que quand il essayait de magnétiser une personne dans la salle, mais parfois c'est la personne d'à côté qui tombait en somnambulisme. Donc il s'est dit: «Il y a une substance qui s'échappe et qui contamine les autres». Ce qu'il n'avait pas imaginé à l'époque, c'est en fait le phénomène d'autosuggestion. Mais ça, on pourra le détailler peut-être après.
Et donc La Fontaine fait une démonstration de somnambulisme et James Braid, il voit les mouvements que fait Charles La Fontaine, qui lui est convaincu qu'il faut mettre le fluide en mouvement, donc il fait des forts mouvements. Et il dit en fait, ça doit venir du regard de la personne sur les mouvements monotones et prolongés du magnétiseur. C'est ça qui doit créer le phénomène. Et donc il va le répéter, et ça c'est l'image qu'on a tous, hein, en fixant un point comme ça entre les yeux, et il va effectivement créer un état qu'il va appeler hypnotisme. Et il faut savoir qu'il a beaucoup expérimenté, James Braid, hein. Je vous passe de détails, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que après plusieurs années, il a reconnu que l'hypnotisme et le magnétisme animal étaient deux choses complètement distinctes et que les phénomènes qu'on arrivait à produire avec le magnétisme animal, on n'était pas capable de les reproduire dans l'hypnotisme, notamment les phénomènes de guérison ou les phénomènes de perception extrasensorielle. Et lui-même, en fait, va intégrer dans sa pratique les passes et les gestes du magnétisme animal. Voilà, et notamment dans la suggestion, en fait, dans l'hypnotisme, il faut une suggestion. On ne peut pas guérir sans suggestion dans l'hypnotisme, ce qui est pas le cas du magnétisme animal, où les personnes ne faisaient pas de suggestion et guérissaient directement au moyen de passes. Alors, les suggestions, c'est pas une inventeur des hypnotistes, hein. La première suggestion, elle vient de Victor Rass avec Puységur. C'est Victor Rass lui-même qui avait dit à Puységur de lui faire des suggestions. Parce que quand Victor Rass, vous vous souvenez, hein, il parlait de ce personnage extraordinaire quand il était en état somnambulique. En état somnambulique, on pourrait dire c'était son moi total. C'était l'esprit entier qui se communiquait avec, qui avait beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de valeur morale. Et il parlait de lui-même, de son moi éveillé, hein, de moi à l'état de veille, comme d'un crétin et d'un abruti, hein, pour vous donner un peu une idée. Et il disait, il voyait les défauts qu'il faisait et demandait à Puységur de lui faire des suggestions pour pouvoir influencer son moi de l'état de veille. Donc c'est intéressant, hein, et c'est comme ça que les suggestions sont apparues. Un épisode très intéressant avec James Braid, à l'époque, on peut même le lire dans la revue Spirit, hein, la phrénologie, beaucoup de gens étaient convaincus qu'il y avait un endroit du cerveau pour chaque chose. Ça, c'est faux, hein, on le sait aujourd'hui, mais James Braid, à un moment, il a voulu vérifier ça. Et donc, il a pointé du doigt la zone de la colère. Et il voit que son hypnotisé, alors c'était vraiment un hypnotisé parce qu'en fait, il employait les méthodes du magnétisme animal, mais la personne, en tout cas, qui est dans cet état spécial, se met à être en colère. Et puis, il a pointé la zone de la vénération avec son doigt et la personne se met à prier. Il se dit, banco, quoi, je suis en train de prouver la phrénologie. Et il a quand même un petit doute et il va répéter son expérience sur plus de 40 personnes. Et sur les 40 personnes avec qui il répète l'expérience, ça marche à chaque fois. Bon, la phrénologie, on le sait, hein, c'est du pipeau. Pourquoi ça a marché? C'est la suggestion mentale. C'est qu'en fait, il était convaincu lui-même que ça marchait, que la phrénologie était vraie. Et donc, il a transmis sa conviction. Les patients, il avait fait en sorte de les sélectionner pour qu'ils ne connaissent pas la théorie de la phrénologie. Et pourtant, ça marchait parce que lui avait suggéré mentalement aux personnes de se mettre en colère ou de prier. Et c'est ça tout le secret du magnétisme. Et en fait, une fois qu'on a compris ce phénomène, on peut réétudier toute l'histoire du magnétisme animal et on comprend un tas de phénomènes. On comprend pourquoi les procédés étaient différents, pourquoi les gens défendaient des idées parfois contradictoires, voire même absurdes. C'est pour ça, voilà, Puységur, il avait déjà identifié ce phénomène, mais c'était pas encore très clair, hein, que ça pouvait être un enfer en inconscient. Et ce qui se passe, c'est que plus les gens répètent des expériences et plus ça se fait comme ils veulent. Donc par exemple, Charcot, qui va réutiliser l'hypnotisme, il va être convaincu qu'il y a 3 états: léthargie, catalepsie, somnambulisme, et que pour les provoquer, il suffit de frotter le cuir chevelu, fermer les yeux ou faire autre chose. Et il va le faire avec tous ses patients et ça marche à chaque fois. Mais les gens qui vont reprendre les expériences de Charcot, eux, ils vont trouver 5 états, il y en a qui vont trouver 9 états. En fait, ils projettent ce que eux, les convictions qu'ils ont en eux, mais c'est pas la réalité. Ils créent chez le somnambule ce qu'ils veulent voir apparaître. Vous commencez à comprendre comment faut traiter le magnétisme animal du coup. Voilà, et toute la question qui est liée avec ça, en fait, c'est les procédés. Et là, en fait, une fois qu'on a compris la suggestion mentale, par exemple Mesmer, il était convaincu
qu'il fallait des convulsions. Parce que Mesmer, il s'appuyait sur Hippocrate et Hippocrate disait dans un état de quand on est malade, le corps va créer une crise et au sommet de la crise, on va guérir et après ça va aller mieux. Par exemple, la fièvre. On a une maladie, le corps va créer un état de crise qui est la fièvre, qui va nous permettre d'aller mieux et ensuite on va se rétablir. Mesmer avait cette conviction-là et donc il crée les convulsions et il les crée et ses adeptes aussi parce que Mesmer leur avait transmis ça. Mais quand Puy-Ségur va se rendre compte de ça, les convulsions vont s'arrêter et les guérisons vont se produire malgré tout. Et c'est pareil quand ils vont régurgiter, les humeurs, hein, ce qu'ils appelaient ça à l'époque, parce que Mesmer en était convaincu et ça se produisait. Les gens vomissaient des choses, ça se enfin, c'est il y a il vous faites pas un dessin par tous les endroits où sortaient les humeurs, mais ça se produisait réellement et après quand ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est juste la conviction du magnétiseur, ça va s'arrêter. Pareil, Mesmer, il était convaincu qu'il y avait une polarité dans le magnétisme animal, que si on magnétisait on pouvait pas magnétiser de face ou de dos, je me rappelle plus, j'ai peut-être marqué ici. Voilà, on devait magnétiser de face, mais pas de dos, parce que sinon on avait le pôle moins sur le pôle moins, le pôle plus sur le pôle plus, et finalement la personne rentrait en convulsion. Et tous les adeptes de Mesmer, quand ils faisaient ça, les personnes rentraient en convulsion. C'est pour vous donner une idée de la puissance de la suggestion mentale. Et en fait, ils vont se rendre compte, ben non, c'est faux. Il y a pas de polarité dans le magnétisme. Et en fait, si on a la conviction, on crée la convulsion. Mais si on n'a pas cette conviction, on peut magnétiser à l'endroit, à l'envers, comme on veut. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'Henri d'Urville, un siècle plus tard, il va redémontrer la polarité humaine dans le magnétisme. Il va dire: «Regardez, quand je fais ça, c'est tel bras qui part en avant et ainsi de suite. Si j'avance mon bras gauche, la personne en face avance son bras gauche. Si je le recule, elle recule son bras gauche. Donc c'est bien qu'il y a une polarité». Et en fait, c'est Horowitz qui va lui montrer que non. En fait, ça dépend uniquement de ce que lui, il pense. C'est clair jusque-là? Ça va? 15 minutes, parfait. Donc, voilà, puis Ségur, il va expliquer à propos des procédés, hein, que le premier somnambule magnétique que j'ai obtenu m'a appris que alors les verges de fer, c'était les baguettes que servait, Mesmer à une époque, l'observation des pôles, les gestes, les attouchements d'une façon plutôt que d'une autre et cetera. Toutes les formules et accessoires et les baquets, les fameux baquets mesmériens, hein, qui étaient utilisés, étaient nullement nécessaires à l'acte magnétique et que ma volonté, ça c'est le mot-clé, en était l'unique agent. Et Dupotet va reprendre la même chose. Alors il va Deleuze, lui, c'est lui qui a popularisé les passes magnétiques. Il pensait que quand on descendait, on endormait et quand on faisait comme ça, on réveillait la personne. En fait, c'est juste parce qu'il le croyait. Et Dupotet, qui était un magnétiseur exceptionnel, hein, va montrer en fait qu'on peut faire les passes dans n'importe quel sens. En fait, c'est peu importe, c'est juste notre conviction, notre volonté, ce qu'on veut obtenir chez l'autre qui se produit. Voilà et on va dans les 15 dernières minutes, on va parler un peu de fluide. Alors je suis désolé, ça va être un peu, fou. Va falloir s'accrocher encore un petit peu, c'est bientôt la fin, on est bientôt à table. Courage. Les fluides impondérables, ça c'est une notion super importante, on retrouve souvent chez Kardec. Avant de passer aux recherches, j'ai juste une question pour renforcer la connaissance que vous venez de nous donner. Donc, à l'époque, il avait la croyance initiale que c'était un magnétisme qui était transmis, et en fin de compte, selon votre étude, la conclusion c'était vraiment la volonté du magnétiseur, c'était sa pensée qui donnait. Les magnétiseurs étaient beaucoup divisés. Les adeptes de Mesmer, non, au départ c'était clair, une onde. Ensuite, au fur et à mesure, on va avoir beaucoup de magnétiseurs qu'on va appeler fluidistes. Kardec les appelle comme ça dans leur vie spirit, qui, comme le Charles Lafontaine, qui eux pensent que c'est une substance qu'on transmet. Et il y a d'autres magnétiseurs, comme Puy-Ségur ou Dupotet, qui vont dire non, il n'y a pas de substance. D'ailleurs, Dupotet a une phrase magique, il dit le fluide magnétique est, est, est plus fluide que la lumière. En fait, ça montre bien qu'à l'époque, la lumière, c'est pas un fluide, c'est une onde. Donc en fait, à l'époque, c'était une question de vocabulaire, c'est ça qui leur manquait. Et donc les fluides, c'est une notion très importante parce que ça revient souvent quand on lit les écrits de Kardec. C'est quoi un fluide? Ça, si vous regardez le dictionnaire de l'époque, c'est substance hypothétique créée par les physiciens pour se rendre compte des phénomènes naturels.
Donc pour vous le faire, simple, à l'époque, on avait par exemple le fluide calorique. On ne comprenait pas comment un objet, il pouvait d'un coup être plus chaud. Qu'est-ce qu'on avait ajouté à cet objet pour qu'il soit, une fois à 20 degrés, une fois à 60 degrés? Et ils pensaient qu'il y avait un fluide qu'ils appelaient le fluide calorique. En fait, ils n'avaient pas compris que la chaleur, c'était l'excitation des molécules. Et une fois comme ils n'avaient pas ce concept, ils étaient obligés d'inventer le concept de fluide. Mais c'était un concept scientifique, c'était utilisé par les sciences de son époque. Quand Kardec parle de fluide vital ou fluide impondérable ou fluide universel, il reprend le langage scientifique de son époque. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mots n'ont plus du tout la même signification et quand on les reprend aujourd'hui, eh ben, on peut donner l'impression d'avoir un langage mystique. Là où Kardec voulait justement ne pas avoir un langage mystique. Et ces substances, alors on parlait d'impondérables parce qu'on disait elles ont pas de poids. Quand un matériau est chauffé, il n'augmente pas en poids, donc il y avait pas de poids. Alors là, il y avait le fluide électrique, on comprenait pas que l'électricité, c'était les électrons qui se baladaient, donc on disait: «Il y a un fluide électrique». Et à un moment donné, ils se sont dit: «Beh, comment la vie, elle apparaît?» Alors je vais faire celui-là d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'on prend de la matière et qu'est-ce qui fait que d'un coup elle s'anime et qu'elle va chez les êtres vivants, elle va être douée de vie? Et ben, on va créer en fait le principe du fluide vital. Mais c'est un f à l'époque, il fait partie de la famille des fluides impondérables. On considère qu'il y a une substance qui se rattache à la matière et qui va créer la vie. Ça, c'est faux. On le sait aujourd'hui parce qu'à l'époque, on n'avait pas découvert la cellule. Donc on avait imaginé ce principe-là. Mais ça, ce principe de fluide, il est caduc aujourd'hui en science. Et ce qui est intéressant, c'est que le fluide vital, quand on a créé cette notion, les fluides impondérables, c'est une vision mécaniciste du monde. Le fluide vital, c'est une vision matérialiste du monde. Et aujourd'hui, nous, on le reprend en parlant de spiritualité. C'est quand même très étrange, hein. En fait, le terme, il va évoluer parce que Denis et Delanne, en fait, vont le reprendre, mais sur une autre définition. En fait, comme ils vont constater dans les phénomènes d'animisme, par exemple, Eusapia Palladino qui était capable de bouger des objets à distance, ils vont se rendre compte qu'il y a comme s'il y avait un bras. Des fois, certaines personnes vont voir un troisième bras se détacher de Eusapia Palladino. Et ça va être bien observé. On va appeler ça double éthérique. Et pour expliquer c'est quoi la matière qui est là-dedans, Denis, Delanne vont servir du mot fluide vital, mais ça n'avait pas du tout la même signification dans les écrits de Kardec. Voilà, c'est ça qui a un peu entraîné la confusion. Et le fluide universel, c'était ce que Mesmer avait imaginé, que tout était imprégné de fluide universel et pour lui, c'était le vecteur de la vibration du magnétisme. Et lui, il était dans une vie, il était contre la transmission d'une substance. Et il y a un autre principe que vous avez lu chez Kardec aussi, c'est le principe vital. Ça vous parle ou pas? Dans le livre des esprits, souvent il en parle. Le principe vital, c'est la théorie concurrente du fluide vital. Le principe vital, ça a été imaginé par Barthez et lui, il était spiritualiste, il était convaincu, c'était pas la matière s'expliquait pas par la vie s'expliquait pas par le matérialisme et il a imaginé qu'il y avait autre chose qu'il a appelé le principe vital, mais qui était en fait concurrent du fluide vital. Et si vous lisez Kardec dans l'idée des esprits, il parle du fluide vital et du principe vital, il explique les deux théories, mais on comprend pas très bien parce que pour lui, à l'époque, c'est clair. Donc lui, il les évoque, mais sans donner les définitions. Mais après, il a abandonné le principe de fluide vital. Il n'en parle plus ensuite. Et quand il arrive dans la Genèse, son dernier livre, il ne parle que de principe vital. Et pourtant, c'est le livre où il consacre tout un chapitre au fluide. Et vous pouvez prendre la Genèse, l'ouvrir et mettre fluide vital en mots-clés et chercher, ça n'apparaît pas. En fait, Kardec, il dit qu'il a abandonné l'idée du fluide vital. C'est juste pour l'anecdote, hein. La difficulté, c'est qu'il faut bien que nous, on ait des mots pour exprimer ce qu'on fait. Mais il faut se rendre compte que, voilà, dans Kardec, ces mots n'avaient pas de valeur, ils n'étaient pas des mots mystiques, c'était les mots de la science de son époque. Je vais peut-être il reste combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, 6h20. Ah oui, 10 minutes. il restait je vais passer Alexis Didier. Ouais, je vais passer ça. Ouais, je préfère, prendre 10 minutes si vous avez des questions, si je vous ai un peu vous réveiller un petit peu, si je vous ai un peu choqué, si vous avez quelque chose que vous avez envie de dire, allez-y.
Tous au clair? Qu'au final, comment est-ce qu'on magnétise? Là, ça, c'est une bonne question. Au final, les magnétiseurs, hein, sérieux comme Dipodé disait, ils se tenaient juste devant la personne. Ce que faisait Puy-Ségur, il disait, il mettait juste la main sur la zone qu'il voulait soulager, et pas parce que c'était nécessaire, mais parce que ça lui permettait de diriger sa pensée. Vous voyez la différence? Donc en fait, il disait, voilà, il portait la main près de la zone qu'il voulait soulager, c'est tout. Et Dupotet, il faisait strictement rien. Dupotet, c'était vraiment un monstre de magnétisme. Il y a des cas où il y a des cas où il arrivait, juste en regardant ses étudiants, à les mettre à genoux, des choses comme ça. Et il avait une puissance de magnétique incroyable. Et il suffisait juste, en fait, vous voyez, hein, quand il avait 24 ans, il se mettait dans l'autre pièce d'à côté, il pensait à la personne qui devait magnétiser, elle s'endormait tout de suite. Voilà. Donc il y avait rien, il y avait pas de geste, hein. C'est la volonté qui compte. Et plus que la volonté, ce que disaient ces gens-là, c'est pas seulement la volonté, c'est de penser clair. C'est-à-dire que il faut rien qui est parasite, il faut que la pensée soit limpide et claire. Ils expliquaient. Et 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 comment il s'appelle, Puy-Ségur, quand il va à les histoires de la Révolution, quand il va être dans l'exil, ensuite il va être maire de Soissons, il dira, il n'arrivait plus à magnétiser. Parce qu'il avait plus cette tranquillité intérieure qu'il avait quand il était, le chef de son domaine et qu'il avait pas trop de choses à faire. Et voilà, et ça, c'est intéressant. Il disait: «C'est pour cette raison que les magnétiseurs exceptionnels seront toujours rares», parce qu'en fait, il faut avoir cette tranquillité intérieure, accompagnée de la volonté. Est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer aussi qu'on on donne des ordres à des esprits qui font ce travail au lieu de la volonté? Là, on rentre chez Kardec, là. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté là, c'est magnétisme animal avant Kardec. Et d'ailleurs, hein, comme ils n'arrivent pas à prouver ça, ça va devenir un peu un truc de salon, le magnétisme. Ils vont vouloir convaincre les gens, voilà, ça va perdre en «scientificité» entre guillemets, et on va commencer, comme c'est un truc de salon, à voir arriver des charlatans. Mais c'est exactement ça que Kardec il va reprendre, c'est de dire, quand on fait du magnétisme, il y a aussi l'action de l'esprit. Et donc lui, il va parler de magnétisme spirituel, c'est-à-dire à la fois la personne et à la fois l'esprit. Et c'est ça qu'en fait, on voit dans les centres spirites, hein, où la personne va se recueillir, faire une invocation avant de magnétiser finalement. Est-ce que je suis clair? Je vous vois que vous regardez un peu. Ouais, c'est bon? Michael, quelle est la différence entre la suggestion mentale et l'hypnotisme? Il y a déjà, dans l'hypnotisme pur et dur, on n'a pas de suggestion mentale. Parce que dans l'hypnotisme pur et dur, où on fixe quelque chose, en fait, c'est ce que je suis pas allé dans le détail, mais ce que James Braid expliquait, c'est pas tout le même phénomène. Dans le magnétisme animal, le magnétiseur, il est actif avec sa volonté, et la personne qui reçoit, elle est passive. Dans l'hypnotisme, c'est exactement le contraire. Dans l'hypnotisme, la personne qui hypnotise, elle dit: «Beh, tiens, fixez ce point», elle est complètement passive, et c'est le magnétiseur, la personne magnétisée, enfin hypnotisée, qui lui se concentre et qui active et qui crée cet état. Et les états sont pas similaires. Il y a effectivement, c'est pas un sommeil puisque la personne peut parler, hein, il y a un état de conscience qui est modifié, mais en fait les 2 sont pas du tout similaires, et dans l'hypnotisme, on fait pas grand-chose à part des suggestions, et les suggestions mentales ne prennent pas, parce qu'en fait, comment on peut interpréter ça? Simplement, en fait, c'est quoi le somnambulisme entre nous? Bah, le somnambulisme, c'est l'extériorisation de la personne. C'est l'âme qui rayonne en dehors du corps, et quand ils adressaient leur volonté pour guérir, mais en plus de ça, de temps en temps, beh, on peut imaginer que ça faisait une extériorisation du périsprit, et d'où les perceptions extrasensorielles, d'où le fait que même certains magnétiseurs, en fait, magnétisés communiquent avec des esprits, mais ça, on garde pour une prochaine fois. Mais c'est ça, en fait, et dans l'hypnose, en fait, on crée pas cet état, on crée un état qui est différent. Il y a pas d'extériorisation de l'âme. J'ai une question, mais pour la question, je vais faire référence à un paragraphe du livre Les Consolateurs
de Chico Xavier qui a été dicté par Emmanuel. Donc, à l'époque, il y avait toujours une discussion au Brésil, quelle est la meilleure façon de faire les passes magnétiques. Il y avait toute une discussion à l'époque. Donc, ils ont posé la question à Emmanuel. Écoute, Mané, quelle est la meilleure façon de faire les passes? Donc, maintenant, je vais dire un petit extrait. On va se tirer d'accord ici, faire conférence, faire référence à tes études. Donc, la question est, comment les passes doivent être reçues et données? C'est une question. Et Emmanuel a répondu, les passes pourraient suivre la formule qui offre le plus grand pourcentage de confiance, non seulement à celui qui les donne, mais aussi à celui qui les reçoit. Et il s'arrête là. C'est une autre façon d'exprimer ce que j'avais dit, dans le sens où, en fait, la personne met sa main parce que ça l'aide à mobiliser sa volonté. En fait, il faut se sentir bien pour mobiliser sa volonté. Voilà, c'est ça. Si on a l'impression qu'en étant à distance, il se passe rien, il faut se rapprocher. Si on a l'impression qu'en mettant les mains devant, ça va aider, il faut le faire. Après, c'est vrai que dans un sens spirituel, tout le monde peut pas faire n'importe quoi, hein. Parce que s'il y en a un qui se met à faire des grands mouvements, tous les autres vont regarder en se disant: «Ouais, moi, c'est lui que je veux. Il a l'air plus efficace que les autres». Donc il faut une uniformité, hein, malheureusement. Mais il faut trouver une uniformité générale qui va créer, en fait, un état où tout le monde se sent bien. Après, il y a une petite différence entre le magnétisme au Brésil et ce que je vous ai montré là. C'est que là, le magnétisme au Brésil, en général, c'est 1 à 2 minutes. Ici, on est souvent dans ce magnétisme ce Mac magnétisme, on dirait ce Mac Drive. Enfin, c'est quelque chose d'un peu différent. Parce que là, on va chercher à créer quelque chose chez l'autre pour le «réveiller» entre guillemets, pour réveiller ses forces intérieures. Dans le magnétisme que je vous ai présenté là, vraiment, ils allaient chercher la guérison, et ça durait très longtemps et ça se répétait, pas tous les jours, hein, pendant des mois, hein. Je pense que c'est la dernière question. Est-ce que je vais me prendre un carton, j'ai l'impression? Michael, est-ce que le silence, lorsqu'on magnétise quelqu'un, a un impact? C'est la même en fait, c'est la même chose. Une fois qu'on a compris comment marche la suggestion mentale, la volonté, c'est exactement la même chose. C'est si le silence me fait du bien, oui, il faut se mettre dans un silence. Si tu as l'impression qu'il faut écouter l'Ave Maria pour bien magnétiser, mets l'Ave Maria. En fait, il faut se mettre dans la condition où toi, tu vas sentir ton esprit le plus clair possible et ta volonté la plus concentrée possible. C'est fini.